apprendre à jardiner, de aussi plus suivre les conditions météorologiques, d'avoir un œil très attentif sur l'évolution des impacts de la crise climatique actuelle sur l'alimentation. Petit rappel, en 2003, avec la canicule, on a perdu 25% des récoltes, donc on est face quand même à deux enjeux majeurs aujourd'hui dans l'alimentation, qui sont la dépendance aux énergies fossiles et aussi la crise climatique et sociale. Et donc, pour toutes ces raisons-là, dans mon travail en tant que rédactrice en chef à La Relève et la Peste, mais aussi comme bénévole au sein du JTR et avec beaucoup d'autres collectifs, dont Make Sense, dont On est prêt, je m'intéresse aux questions de l'alimentation. Et pour moi, les enjeux primordiaux, genre, je vais parler du cas plus spécifique de la France parce qu'ils sont très nombreux. Le premier, c'est l'impact de la politique agricole commune, qui est un gros verrouillage politique et financier sur le visage que l'on donne actuellement à notre modèle alimentaire. La crise du coronavirus, elle a mis en exergue de nombreux dysfonctionnements de ce modèle-là, notamment à travers le blocage des échanges internationaux, la difficulté de faire venir la main-d'œuvre étrangère dans les champs. Donc voilà, les plus grands détracteurs de l'agroécologie vont dire que c'est une agriculture qui demande plus de ressources, plus de main-d'œuvre. C'est peut-être vrai, mais en fait, on cache très souvent que l'agriculture industrielle demande elle aussi énormément de ressources qui sont des énergies fossiles limitées dans le temps et émettrices d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi de nombreuses main-d'œuvre qu'on n'a pas dans nos propres pays, en fait, parce que tout simplement, les conditions sociales dans lesquelles travaille la main-d'œuvre étrangère n'est pas adéquate par rapport à la population française pour l'instant. Donc c'est un petit peu sur tous ces sujets-là. Je suis notamment aussi le travail de Stéphane Linou, vocavore, qui a écrit le livre Résilience alimentaire et sécurité nationale et qui fait un très bon lien entre ces enjeux-là. Et en ce moment, c'est d'autant plus prégnant qu'avec le blocage des échanges internationaux, les pays qui commencent à stocker plus de céréales et de farine, notamment je pense à la Chine, ou à bloquer leurs exportations pour faire face aux défis climatiques à venir en, en été et puis en automne, on voit qu'il y a vraiment une urgence à mettre en place tout ça. Et là où je suis rassurée, c'est que cette question se propage de plus en plus dans la société civile, qu'il y a de plus en plus d'initiatives solidaires qui se mettent partout un petit peu en place, et qu'on assiste quand même à un éveil des consciences et à une volonté de remettre la main à la terre de plus en plus forte. Voilà, en 5 minutes. C'était extrêmement synthétique. Bravo pour ce magnifique exercice, Laurie. Et du coup, ça me permet en plus, donc si tu veux filer, n'hésite pas. Regarde, je mets Boris en vidéo en vedette, comme ça tu peux t'éclipser discrètement. Merci, Et désolée de ne pas rester avec vous. il n'y a pas de souci, c'est très sympa d'être passé. Et en fait, justement, là, par rapport à, pour amener sur ce sujet d'actualité du coronavirus, tu parlais aussi de tous ces travailleurs fossiles ou humains qu'on ne voyait pas. Et ça m'amène directement, du coup, je vais pouvoir passer la parole à Boris. Aujourd'hui, il y a eu un article qui parlait de la plateforme Wheezy Farm, qui disait, bon, bah, vu que les saisonniers marocains et polonais ne peuvent plus venir dans nos champs, on va demander à des Français de faire le travail de ces saisonniers étrangers. Et il s'avère qu'il y a eu 300 000 demandes, candidatures de Français pour aller dans les champs. Il y a eu 900 offres proposées sur la plateforme, parce que les agriculteurs savent très bien qu'il faut un travailleur qualifié pour remplacer 10 bénévoles qui ne savent pas faire. Et ça pose aussi d'intéressantes questions sur notre modèle, c'est que sur les 900 personnes, je crois qu'il y en a un quart qui ne sont même pas venus, qui sont même pas revenus le lendemain, parce qu'en fait, ils ont découvert que les cadences qui leur étaient imposées n'étaient pas tenables. Donc, ça pose des questions sur, ben oui, peut-être qu'il y a certains Parisiens qui n'étaient pas hyper bien préparés physiquement, mais ça pose aussi la question de mais quelle cadence, en fait, on impose à ces gens qu'on cache. Et là, Boris, vous, vous êtes venu Ethica Mondo avec une autre éthique, avec une autre vision et d'autres types de bénévolat dans les champs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Bah, le constat, on l'a vu arriver gros comme une montagne parce que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est en territoire rural, néo-ruraux, comme on dit vulgairement, mais bon, on a plus de ruralité que d'urbain dans notre vie. Donc, quand le ministre a lancé cet appel, on a senti que ça sentait mauvais pour qu'un ministre
ose faire appel à 200 000 travailleurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse rupture dans la chaîne. Et là, on ne parle pas de voiture, on parle d'alimentation. Or, une rupture alimentaire amène à une possible rupture de l'alimentation. Et là, c'est plus le coronavirus, c'est le chaos. Hein, parce que quelqu'un qui a faim, il ira chercher à manger, quitte à voler pour sa famille. Donc, du coup, quand le ministre a pris l'exemple du coiffeur, ouais, c'est un bon exemple. Évidemment, tous les coiffeurs de France et de Navarre iront volontiers aider un agriculteur. On est tous bonne patte. Et aider le voisin, à moins d'être vraiment profondément con dans sa tête, on y va. Sauf qu'en effet, aider l'agriculteur, ça ne s'improvise pas. Et je ne dirais pas que c'est un problème de cadence en soi qui t'a choqué. C'est juste que si on a envie de jouer au football et qu'on va directement dans la première division jouer à côté de Kylian Mbappé, même si tu aimes bien le foot et que tu sais un peu taper dans un ballon, bah, au bout de 10 minutes, tu te blesses parce que tu n'arrives pas à suivre la cadence. Bah, l'agriculture, c'est professionnel. Et donc, bah, quand on est professionnel, ça ne s'improvise pas à être amateur. Donc nous, pour renverser la situation, parce que on ne peut pas prendre le risque d'une rupture alimentaire, ce serait le chaos en France. On peut dire l'armée, la police iront nourrir leur famille plutôt que nous défendre. Il faut écouter Alexandre Boisson de SOS Mère, qui était ancien garde du corps présidentiel et qui n'arrête pas d'alerter en disant « faites pas les cons » parce que si les gens ont faim, ils arrêteront de secourir la population, ils iront d'abord sauver les leurs et leur donner à manger. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui s'est passé à Sarajevo, c'est ce qui se passe quand il y a des grosses ruptures de la normalité. Donc nous, en fait, on a interpellé la FNSEA en disant on est toute une kyrielle de réseau. Si vous voulez, les 200 000 volontaires, on ne peut pas vous garantir qu'on les aura, mais il y a de fortes chances qu'on les a. Et ce qu'on nous a mis en face, c'est oui, mais c'est illégal. C'est illégal. Ouais, bah, on fait évoluer la loi. Quand on prend. Enfin, je pense que quand on met tout le monde en confinement chez soi, à la base, c'était illégal. Puis bon, bah, le Conseil d'État, enfin, je ne sais plus si c'est le Conseil d'État ou comment ça s'est passé exactement, mais on a décidé de mettre en place un confinement. Si on veut politiquement, on peut débloquer les choses. Donc nous, en fait, on lance un grand appel, quitte à la désobéissance civile. Franchement, on s'en fout. Si on vient me chercher, qu'on me met en cabane pour ça, bah, mettez-moi 2 mois, 2 ans, je m'en fous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que il faut comprendre que les agriculteurs conventionnels, en effet, sont soumis à une telle compétitivité au niveau international qu'ils sont obligés de casser les prix. Donc, ils font dans le machinisme agricole, ils font dans des gros investissements, ils se retrouvent super endettés, ils n'arrivent plus à suivre. Il y en a un qui se suicide tous les 2 jours. Et au niveau de la main-d'œuvre, bah, le travailleur français, il n'est pas concurrentiel, pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce qu'on a su défendre un État social avec une sécurité sociale, la capacité de pouvoir aller se soigner, la capacité d'avoir des aides si jamais on est sans travail, la capacité aussi d'être à la retraite et d'être médicalisé même si on a une petite retraite. Tout ça, ça a un coût. Il ne faut absolument pas le lâcher. Mais du coup, eh ben, à l'arrivée, le travailleur français, il coûte trop cher chez les agriculteurs qui ont des gros marchés. Et du coup, bah, il y avait l'habitude de prendre de la main-d'œuvre étrangère. Et là, cette main-d'œuvre étrangère, bah, ne pouvant pas venir du fait du coronavirus et des précautions sanitaires, eh bien, il y a une rupture au niveau de la main-d'œuvre. Mais en plus, les agriculteurs, comme il y a eu toutes les cantines qui ont fermé, que ce soit les cantines scolaires, les cantines des entreprises, etc., et tous les acteurs du tourisme, eh ben, ils n'ont pas trouvé suffisamment de marché pour vendre. Donc, ils n'ont pas rentré suffisamment de cash pour payer des travailleurs. Donc, nous, on arrive, on dit, bah, il n'y a pas de souci. Nous, on a des gens qui sont prêts, on ne les force pas, on ne force personne à travailler bénévolement. C'est une action volontaire. Mais il y a plein de gens qui sont prêts à venir volontairement travailler dans les champs du moment que c'est accepté qu'eux aillent plus doucement parce que ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des Kylian Mbappé de l'agriculture, ce sont des amateurs. Et ils sont prêts à venir gratuitement parce que c'est des gens qui ont compris l'erreur monumentale de notre civilisation moderne de se détacher autant de la nature et des champs. Et donc, on est énormément de personnes qui voulons nous reconnecter aux champs, réapprendre à jardiner pour s'assurer un revenu vital universel. On parle souvent de revenu universel. Bah, nous, ce qu'on prône, c'est que les 30 millions d'actifs, en fait, repartent partout en France, qu'on arrête de concentrer les gens en ville. Ça va limiter la propagation du coronavirus. Et au lieu de laisser des centaines d'hectares à un seul exploitant avec un tracteur et des grosses subventions européennes et qui périclitent à la moindre crise, que ce soit une crise financière ou une crise sanitaire, nous, on en appelle à ce que les 30 millions d'actifs soient à mi-temps dans les champs. Comme ça, tout le monde a à manger et un toit déjà. Donc, il y a moins à travailler pour gagner de l'argent. Au moins, on a tous une sécurité alimentaire et un toit. Il n'y a plus de gens qui meurent de faim dans la rue.
Et donc, pour aboutir à ça, il faut apprendre. Et donc, il y a plein de volontaires qui sont prêts à aller dans les champs aujourd'hui pour apprendre le métier. En échange de quoi? Ils sont prêts à travailler, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que ce ne sont pas des professionnels, gratuitement. Et donc, on appelle ça les chantiers écologiques. Alors, à la base, massif, puisqu'on a lancé ça avant le coronavirus et on voulait envoyer minimum 500 personnes par ferme pour vraiment créer une grosse boule de neige et avoir un effet événementiel. Au lieu d'aller à un concert ou à un match de rugby, bah, tu vas au chantier écologique massif, tu t'éclates, tu rencontres du monde, c'est la fête. Et du coup, c'est hyper motivant. Et ça permet aussi aux propriétaires fonciers de se dire, tiens, ces jeunes-là, ils sont valables, je vais leur mettre à disposition mes terrains. Et voilà la lancée qu'on fait. Donc, au niveau légal, nous, on flirte un peu avec la législation, mais on est prêt à prendre les risques. Au niveau des agriculteurs, s'il y en a qui nous écoutent, on les protège puisqu'on fait une prestation de service à prix libre. C'est-à-dire que si vous êtes en faillite, bah, vous payez 1 € symbolique et vous aurez le droit de vendre vos légumes. Et c'est nous qui aurons des soucis avec la loi, mais on vous couvre. Et ensuite, on lance un autre appel à désobéissance civile. C'est que selon l'article L125.1 du Code rural et de la pêche maritime, tous les propriétaires fonciers privés ou publics, ont l'obligation de ne pas dépasser plus de 3 ans de mise en jachère et plus de 2 ans en zone de montagne. Or, dans les territoires ruraux, et nous on a installé en territoire rural, donc on connaît bien cette problématique, à peu près toutes les terres sont à l'abandon. Donc ces terres, on a le droit de les cultiver. Normalement, il faut les dénoncer auprès du préfet et le préfet est obligé de mettre la pression au propriétaire qui doit les cultiver ou les faire cultiver, sans quoi il peut être exproprié. Donc nous, on lance un appel à tous les préfets de France, donc à l'État, donc à M. Macron, de rappeler qu'en novembre, on risque d'avoir les 14% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avant le coronavirus qui n'auront plus accès à l'alimentation, parce que comme il y a une baisse de la production, les produits se faisant rares, ils coûtent de plus en plus cher. Il y a eu 10 millions de chômeurs techniques qui vont avoir du mal à payer leur bouffe cet hiver. Donc plutôt que ça tape dans la rue, bah, il vaut mieux envoyer les chantiers écologiques massifs, cultiver toutes ces terres en friche pour qu'arrivé l'automne, on ait quelques mauvaises patates, mais qu'on ait quelques patates à manger. Voilà, merci beaucoup à Make Sense qui nous suit depuis le début. Merci beaucoup à Antoine qui a fait un travail de fond remarquable. Et on peut dire que c'est du concret le programme Réaction parce que je crois que c'est ce soir où on aura une de nos meilleures volontaires qui va témoigner et qui nous a rejoint grâce à ce programme Réaction. Donc, ce n'est pas du bluff. Et bravo beaucoup à toute l'équipe et particulièrement à toi, Antoine, et un clin d'œil aussi à Hélène. Vous avez fait un travail vraiment remarquable. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de volontaires qui sont arrivés comme participants, puis ensuite qui ont pris le programme en main et qui aujourd'hui ont rejoint du coup d'autres associations, d'autres mouvements et qu'on fait des petits gestes. Et notamment, c'est aussi, merci Boris, et ça me fait penser, du coup, vous êtes un peu en train de faire un peu comme le mouvement des sans-terre au Brésil d'une certaine manière. Exactement. On n'a pas inventé grand-chose et c'est ça qui est malheureusement génial, c'est que face aux problématiques, l'humain est hyper créatif. Et je vous invite, si vous voulez découvrir un petit peu ce qui se fait à travers le monde, donc le mouvement des sans-terre au Brésil, mais pas que, à suivre le réseau Via Campesina. Et c'est une mine de solutions très pratiques. J'adore le côté intellectuel, je pense que je suis assez volubile pour le justifier, mais j'adore le côté manuel et je lance vraiment un appel. On a tendance face à la crise, et une crise, il faut bien peser ce que ça veut dire, à rester beaucoup dans l'intellectuel, à dire quelles sont les solutions, comment on s'organise. Nous, on est un peu un mélange entre la start-up et l'agriculture. Les start-upers, ils ne se prennent pas trop la tête au grand discours. Hein. Ils font, et au fur et à mesure, ils progressent, et comme ils disent vulgairement, ils se calent, c'est-à-dire qu'ils agrandissent ce qu'ils savent faire. Ben, je vous dis, les amis, aujourd'hui, c'est vraiment, il faut mettre les mains dans la terre, parce que quand il y aura rupture un peu plus violente, les prix ont augmenté de 40%. On dit non que de 18%, mais non, ce n'est pas vrai parce qu'on ne peut plus s'alimenter comme avant. Les prix pour les classes défavorisées, c'est 40% d'augmentation et ça va faire très, très, très mal. Donc oui, c'est comme le mouvement sans-terre au Brésil et pas que. Et n'hésitez pas à puiser les mines d'informations que révèle le réseau Via Campesina et agissez tout de suite. Mais dès demain ou même dès cet après-midi, il faut y aller. Super. C'est un très bon appel à l'action. Et il y a peut-être une petite étape intermédiaire. J'imagine que les volontaires qui vont finir, il y en a forcément au moins la moitié, je pense, qui vont finir dans des chantiers écologiques massifs. Mais c'est bien, c'est qu'il y a aussi ce qu'a offert Mimosa, par exemple. Mimosa, ça permet en tant que citoyen de faire un premier pas. Parce que chaque grand trajet commence par un premier pas. Et vous, Sophie Cucheval, avec Mimosa, vous avez été hyper réactif pendant la crise du coronavirus pour permettre à des agriculteurs et agricultrices de vendre leur production
Et aussi, mais c'est un travail que vous faites depuis longtemps, c'est pour aider ces gens qui ont l'aspiration, comme Boris, d'aller habiter à la campagne, de commencer à financer leurs projets agricoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Salut Antoine, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Du coup, donc Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif dédiée au monde agricole et alimentaire, comme tu le disais, qui est née il y a 5 ans sur un constat assez simple de fragilisation de l'agriculture paysanne familiale, qui est un modèle agricole aussi que Mimosa entend défendre et promouvoir, avec un accès au financement bancaire qui peut parfois être un peu difficile pour certains agriculteurs sur des projets un peu innovants, où on va leur demander un certain nombre d'apports, un pourcentage d'apports en fonds propres, etc. Une vraie volonté citoyenne de prendre part, de remonter sur la chaîne de l'alimentation vers l'agriculture, comme on l'a entendu un petit peu avant, et un secteur du financement participatif qui est en croissance, qui est un secteur qui est assez intéressant puisqu'il permet à des citoyens de financer directement les projets qui leur tiennent à cœur. Et nous, on s'est dit, c'est vraiment dommage, il y a 5 ans, que finalement, il y ait très peu de projets agricoles qui soient finançables par les citoyens, alors qu'il y a un vrai besoin et il y a une vraie demande d'un côté. Et donc, on a juste joué un petit peu ça, sans rien réinventer, comme l'a dit Boris. En fait, nous, on a juste pris l'exemple de plateformes qui étaient préexistantes à Mimosa, mais qui s'adressait plutôt à un secteur culturel et pas tant à un secteur agricole. Donc aujourd'hui, sur Mimosa, c'est assez simple. Vous êtes un agriculteur, vous pouvez porter une collecte de financement participatif en don ou en prêt. Donc en don, vous allez avoir un projet entre 5 et 10 000 euros. Donc vous allez acheter un autoclave, une écrémeuse, vous allez rénover votre laboratoire de transformation, des projets plutôt avec un impact financier raisonnable, donc 5-10 000 euros. Et en échange des dons des citoyens, vous allez les remercier avec des contreparties, donc des produits, des séjours à la ferme, des expériences. Et vous pouvez également emprunter de l'argent auprès des citoyens. C'est-à-dire qu'en complément ou en alternative aux banques plus traditionnelles, vous allez emprunter directement auprès des citoyens et les rembourser ensuite sur une durée donnée à un taux d'intérêt donné. Et côté citoyen, vous pouvez être acteur de manière très directe de l'économie locale, de l'économie réelle des territoires, du développement des territoires, en donnant de l'argent à un agriculteur, souvent parce que c'est votre voisin. La première des raisons, c'est de la philanthropie locale. C'est je me rends acteur de mon territoire et s'il y a un producteur qui s'installe en vente directe à côté de chez moi, j'ai intérêt aussi à le soutenir. Et deuxième chose, en fléchant votre argent vers des projets d'économie réelle, donc à travers la plateforme. Voilà un petit peu les. Et c'est vrai que pendant la période là, de la crise sanitaire qu'on a traversée, on a essayé d'être au rendez-vous, alors humblement, mais d'essayer de proposer des solutions, alors à la fois de débouchés commerciaux auprès des agriculteurs qui n'avaient plus accès au marché pour vendre aux restaurateurs. Et donc, on a mis en place une plateforme alimentation citoyenne de manière à mettre en relation des citoyens et des agriculteurs sur un même territoire qui pourraient du coup acheter des produits en local. Et puis, on a essayé aussi de faire évoluer un petit peu nos offres d'accompagnement de manière à répondre à des besoins un peu urgents et très court terme pendant la période. Super, merci beaucoup, Sophie. Donc là, c'est le moment où peut-être Boris, Nadège, Lucas, toutes celles et Sarah, celles et ceux qui sont présents, vous pouvez, ou celles et ceux qui sont aussi présents sur le chat Facebook, vous pouvez éventuellement poser des questions à Sophie à propos de Mimosa ou à propos du financement de l'agriculture. En attendant que d'éventuelles questions arrivent, sachez aussi qu'on avait fait du coup une conférence d'1 heure avec le fonds d'investissement de Make Sense, Mimosa et aussi une autre plateforme dont le nom m'échappe, mais ça reviendra, d'1 heure. Et cette conférence avait été enregistrée. Donc, si vous-même, cette question du financement de l'agriculture vous passionne, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On sera en mesure de vous retransmettre le replay. Est-ce qu'il y a une question ou une réaction de la part des autres intervenants et participants? Est-ce qu'il y a une question de Lucas, Lucas qui est de Belgique et qui aimerait savoir si vous proposez vos services en Belgique aussi? Oui, tout à fait, Lucas. En France et en Belgique.
Donc, on est présent depuis maintenant 3 ans en Belgique, qui est le deuxième pays dans lequel Mimosa est présent. Et pas au Maroc, en revanche. En Est-ce fait, que le principe, c'est qu'on a accompagné quelques projets, notamment dans des pays francophones, mais il faut que le siège social du porteur de projet soit en France. Donc, c'est possible, notamment sur des associations qui vont avoir un siège social en France, mais des actions dans d'autres pays, de les accompagner, mais il faut une structure en France ou en Belgique. Super. Merci beaucoup, Sophie. On va présenter une autre manière qu'ont les citoyens et les citoyennes comment dire, de prendre en main un peu leur destin, leur résilience en termes d'alimentation. Et c'est une initiative qui a été assez spontanément comment dire, rejointe par les participantes et participants du programme Action Alimentation. C'est qui le patron? Alors, c'est qui le patron? On en a beaucoup entendu parler et à chaque fois, il y avait des débats parce que les gens n'étaient pas sûrs exactement de ce en quoi ça consistait, comment ça fonctionnait. Est-ce que je crois que c'est Sarah qui est en ligne avec nous? Non, c'est Elsa. Ah, c'est Elsa, pardon, autant pour Ouais, moi. c'est ça. Pas de souci. Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qui le patron? Ouais, alors je vais pas du tout être originale parce que je vais reprendre exactement les termes de Boris et de Sophie. C'est un truc pas original du tout. Mais en fait, on n'a rien du tout réinventé avec C'est qui le patron. On est parti en fait de l'existant et j'ai l'impression que c'est très souvent ça, c'est qu'en fait c'est du bon sens, c'est du collectif. Tout existait déjà. En fait, nous on est parti d'un constat qui est assez simple. 2016, c'est la crise du lait. Vous savez tous qu'il y a un producteur qui se suicide encore par jour à l'heure actuelle. Et on a posé cette fameuse question de, en fait, sur une brique de lait, aujourd'hui, il manque combien à un producteur pour pouvoir vivre décemment de son métier? Des semaines plus tard, on s'aperçoit que c'est 7 centimes. Il manque 7 centimes sur une brique de lait pour pouvoir faire en sorte que quand j'achète une brique en magasin, je ne suis pas en train de détruire quelqu'un au bout de la chaîne, mais je suis en train de participer justement à l'agriculture d'aujourd'hui et au monde dans lequel on a envie de vivre. Et donc, on part de ce principe-là et on se dit, mais tous, on consomme combien de litres de lait par an 50 litres. On fait le calcul, on s'aperçoit que c'est 4 euros de plus par an pour passer d'une situation où on a des producteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre de leur métier à des producteurs qui sont rémunérés justement pour leur métier. Et on se dit, mince, mais en fait, c'est quand même le calcul est hyper simple, assez bête. Et en fait, si ça, on se réunissait tous et si autour de moi, j'avais des centaines de milliers de personnes qui entendaient ce discours, je me dis qu'il y a quand même tout un tas de personnes en France qui sont capables de mettre ces 4 euros de plus par an dans leur consommation de lait pour pouvoir permettre à un agriculteur de vivre de son métier. Et donc, on est parti à la fois de ce constat-là, de se dire que on ne veut plus de ça, on ne veut plus savoir que notre achat détruit de la valeur. Et en même temps, on s'est dit, c'est le moment de reprendre en main notre consommation et d'aller fouiller. Alors, il y avait aussi tout ce qui était crise, justement, le scandale de la viande hachée, etc. On ne savait pas d'où venaient les produits qu'on mangeait, qu'on trouvait dans notre assiette. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de, à la fois, d'être sûr que notre achat va permettre à un agriculteur de vivre au bout de la chaîne, et puis de dire, en fait, ce que je mange dans mon assiette, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Comment est-ce que c'est fait? Qui participe? Qui intervient? Donc voilà, donc en fait, tout se passe, nous, c'est qui le patron sur le site internet qui s'appelle La marque du consommateur. Tout part d'un cahier des charges, d'un questionnaire auquel on va répondre. Alors, c'est tout le monde, c'est tout consommateur. Vous allez sur le site internet, il y a toujours des produits en cours d'élaboration. Alors, je dis toujours, mais en fait, non. Actuellement, on n'a pas de produits en cours d'élaboration, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. On a, par exemple, si je reprends l'exemple du lait, parce qu'on a lancé la démarche avec le lait, mais le lait, on est parti justement du prix le plus bas, prix court du marché du lait. Une brique de lait, alors je la connais moi, mais une brique de lait, basiquement, c'est 69 centimes en magasin. On s'est rendu compte que c'était 7 centimes de plus pour que le producteur vive décemment. On rajoute les 7 centimes, on arrive à 76 centimes. C'est toujours important de mettre en face des critères qu'on choisit pour créer un cahier des charges, ce prix, cet impact prix, pour être sûr que, in fine, le consommateur il comprend vraiment la valeur, qu'il a vraiment la valeur de ce qu'il achète.
Donc, c'est 7 centimes. Est-ce qu'on veut que ce lait il soit produit en France? Bon, bah, si je choisis oui, lait français plus 1 centime. Je passe de 76 centimes à 77. Est-ce qu'on veut que les vaches pâturent? Oui, non. Elles pâturent minimum 3 mois, plus X centimes. L'alimentation justement des vaches avec, sans OGM, plus 5 centimes, etc. etc. Et c'est ce qui a fait qu'on arrive à une brique de lait en magasin vendue à 99 centimes le litre. Donc voilà, en fait, c'est qui le patron, basiquement, c'est parti d'un constat qui est celui que aujourd'hui, on a envie de savoir que notre achat ne détruit pas de la valeur, mais au contraire, il en crée, il participe à l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Et puis, c'est nous, consommateurs, on reprend en main notre alimentation en choisissant nous-mêmes les critères qui vont permettre de créer un produit, de développer un produit, et in fine, de le retrouver dans notre assiette. Donc ça, en fait, c'est là où je dis qu'on n'a rien créé parce que tout existait déjà. On avait déjà cette alimentation-là possible. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste de mettre en avant un questionnaire, un cahier des charges qui permet de lister tous les critères et de faire en sorte que nous-mêmes, on puisse savoir ce qu'il y a derrière chaque produit qu'on consomme. Et cette initiative, aujourd'hui, alors on est à 15 produits créés par les consommateurs et vraiment, sur chaque produit qu'on va développer, c'est pas, quand je dis nous, c'est pas une marque qui est derrière, mais c'est vraiment nous, les consommateurs. On développe, c'est nous qui développons cette démarche parce qu'on crée les cahiers des charges, mais derrière, ce qui est très important, c'est de se dire qu'on va aller vérifier, on va aller plus loin. C'est pas tout que de créer des produits, mais on va aller vérifier que l'argent va bien in fine aux producteurs. Donc là, on organise des visites où on va aller voir directement sur les exploitations que c'est vrai. On va aller voir chez l'industriel, à la laiterie par exemple, comment est-ce que le produit est fabriqué. Est-ce qu'il coche bien tous les critères du cahier des charges qu'on a voté tous ensemble et est-ce qu'il les coche de la manière dont je l'avais bien en tête. S'il y a un goût, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est les premiers à dire « Oula, attendez, mais ça je ne comprends pas, on n'aurait pas plus intérêt à, je sais pas, à modifier ce critère-là. » Les cahiers des charges, alors on s'engage avec les producteurs sur 3 ans, avec les fabricants sur 3 ans, mais ils peuvent être évolutifs. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce jeu de jambes-là qui est hyper important, c'est de se dire qu'on participe tous à l'évolution des produits qu'on consomme. Et au-delà d'aller vérifier même que tout est vrai, alors moi la première, quand j'ai rejoint l'initiative, moi j'ai rejoint il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai été la première à me dire oula, l'histoire est belle, quoi. C'est une belle histoire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que c'est pas du marketing? On nous dit quand même hyper souvent, mais c'est du marketing. Ben non, parce que justement, on veut nous-mêmes aller vérifier que chaque critère est vrai, parce qu'on n'a aucun intérêt en fait à vendre un produit de plus sur le rayon. Et on dit très souvent que c'est qui le patron, on aura gagné la bataille. C'est qui le patron, nous les consos, on aura gagné la bataille quand on n'aura plus à parler d'une partie d'un rayon dans un magasin qui est équitable. Quand c'est qui le patron est né avec le lait, on avait quelques pessimistes qui pensaient que ça allait être compliqué quand même de vendre un lait à quelques centimes de plus en rayon. Puis finalement, quand on explique à tout un chacun que ces quelques centimes ils permettent quand même de faire vivre un agriculteur au bout de la chaîne et qu'il y a tel cahier des charges, tout le monde est capable de le comprendre. Donc petit à petit, il y a une place en rayon. Et puis maintenant, c'est les distributeurs eux-mêmes, c'est tout le monde qui dit, qui parle d'une partie du rayon équitable. Demain, on aura gagné quand on ne parlera plus d'une partie du rayon équitable, mais quand on sera sûr de tous les produits que je retrouve en magasin, que ces produits-là ils soient vertueux. Je sais, ils sont transparents, je peux aller moi-même vérifier ce qu'il y a derrière. Et le combat de ces patrons, il sera gagné à ce moment-là, pas quand on aura des milliers et des milliers de produits ces patrons dans les rayons, parce que je pense qu'on a déjà, dans les magasins, on a déjà plein de produits, une offre quand même assez conséquente. Mais quand ces produits-là, on aura réussi à faire évoluer leur cahier des charges et rendre le tout hyper transparent. Et donc voilà, nous, c'est qui le patron, c'est vraiment c'est des consommateurs qui vont même dans les magasins. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça que je
que je pourrais donner, où on réalise, on vote nous-mêmes le questionnaire d'un produit, on va aller vérifier nous-mêmes que le cahier des charges est bien respecté, on va aller nous-mêmes en magasin, consommateur, côté de chez moi, je fais mes courses dans un magasin, je vais aller moi-même demander que ce produit soit présent en rayon, ou alors s'il n'est pas en rayon, pourquoi? Est-ce que vous avez un autre produit pareil qui répond au même cahier des charges? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'il y a derrière? Enfin voilà, c'est une mobilisation en fait de centaines et de centaines même de milliers de personnes aujourd'hui qui tout simplement font avancer cette initiative tous les jours. Super. Elsa, il y a 3 questions, 2 du chat et une de moi. La question de moi, c'est très concrètement, là, les citoyennes et citoyens qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay dès ce soir, comment ils peuvent, où est-ce qu'on peut trouver où on peut trouver vos produits, voire même celles et ceux qui ont envie de participer à ces questionnaires, de rejoindre votre structure, comment faire? Alors, il y a plusieurs choses. Tout le monde peut voter justement l'élaboration d'un produit. Donc là, il suffit d'aller sur la marque du consommateur.com. D'ici quelques semaines, on aura un nouveau produit en cours d'élaboration. Donc tout le monde peut participer de cette manière assez simple. Ensuite, on peut devenir sociétaire de la démarche. Alors, on est une coopérative et donc c'est une part égale 1 euro. Et là, on devient sociétaire de la société des consommateurs. Et donc, on va prendre davantage part à l'initiative. C'est-à-dire que c'est les sociétaires qui vont aller vérifier que tel ou tel cahier des charges est bien respecté, qui vont aller chez l'industriel, qui vont aller chez l'agriculteur. Donc, on peut devenir sociétaire. Ça nous permet d'investiguer là-dessus. C'est aussi aujourd'hui les sociétaires qui décident de répondre à telle ou telle problématique sur l'aventure. Typiquement, j'ai la dernière consultation qu'on a fait avec les sociétaires, c'est notre fabricant conditionneur sur les œufs, c'est qui patron, les œufs plein air et les œufs bio, nous dit la crise du Covid fait que là, on a tous les fournisseurs d'emballage en cellulose, donc c'est des boîtes d'œufs en cellulose, qui sont mais sous l'eau et qui n'arrivent pas à livrer parce qu'il y a une demande vraiment très très importante sur les emballages parce que la demande en magasin augmente, plus de produits qui sont vendus, etc. etc. Donc, on a 2 solutions. La première, c'est de se dire qu'on arrête si on ne peut pas répondre au cahier des charges qui était la vente des produits, des œufs dans des boîtes en cellulose. Si on n'arrive pas à vendre ces boîtes en cellulose, on ne vend plus de produits, c'est tout le patron. Et donc, le producteur derrière, les producteurs vont avoir leurs œufs qui vont être déclassés, c'est-à-dire payés à un prix plus faible parce que qui vont aller vers d'autres marques, d'autres boîtes d'œufs qui ne sont pas des œufs c'est qui le patron. Ou alors, possibilité d'avoir recours à des boîtes en RPET recyclables, donc là, plastique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous qui prenons la décision, nous, une marque, c'est qui le patron. Tout ça, on va l'expliquer d'une manière la plus objective possible aux sociétaires, et c'est les sociétaires qui votent. Voilà, les sociétaires, c'est des consommateurs qui ont voulu aller encore plus loin dans la démarche. Et donc, tout se fait de cette manière. Donc, si vous voulez, vous pouvez soit participer en étant consommateur qui vote les cahiers des charges, en allant en magasin, demander tel ou tel produit quand vous faites vos courses, et puis vous pouvez aller plus loin en devenant sociétaire de la démarche. Super. Et merci. Donc, il y avait 2 autres questions aussi. C'était est-ce que vous avez pensé à faire de la vente directe et est-ce que vous imagineriez travailler avec des cantines? Ouais. Alors, on y pense fortement parce que tout le monde nous le demande, parce qu'aujourd'hui, la grande distribution c'est clairement la grande distribution qui nous a aidés à lancer c'est qui le patron. S'il y avait personne pour mettre les produits en rayon, aujourd'hui, l'aventure, elle n'aurait pas vu le jour. Donc, la grande distribution nous permet à la fois de faire que les producteurs puissent être soutenus parce que des milliers et des milliers de produits qui sont vendus tous les jours en magasin. Et aujourd'hui, la grande distribution, on fait encore beaucoup nos courses tous dans des magasins. Donc, c'est le modèle qui permet de toucher le plus grand nombre. Et effectivement, tout le monde nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas de la vente directe? Pourquoi vous n'allez pas vous rapprocher d'AMAP? Pourquoi on ne va pas dans les cantines, dans les collectivités? Et ça, tout ça, c'est des pistes effectivement
qu'on investigue actuellement. Toutes les pistes ont leurs contraintes, leur lenteur plus ou moins, mais effectivement, c'est des pistes qu'on investigue actuellement. L'idée, c'est de se dire qu'au-delà, effectivement, de ma consommation chez moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des lois qui vont nous permettre d'avoir des cantines qui proposent plus de produits bio, plus de produits équitables. Donc, on a tout un intérêt effectivement, à aller investiguer sur ces terrains-là. On se pose des questions, on investigue. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la formule parfaite et le logisticien, etc., le grossiste qui nous permettrait d'adresser ces réseaux-là. Mais en tout cas, on travaille sérieusement. Super. Et donc, moi, ce que j'encourage aussi, c'est qu'il y a plein de gens, ils ont plein d'idées pour les autres, mais le mieux, c'est de vous rejoindre en tant que sociétaire et vous aider à développer ça plutôt que de dire il n'y a qu'à Faucon. Voilà. Ouais, ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est qu'il y a plein de sociétaires. Alors, je sais qu'on frustre. Vous êtes combien de sociétaires? C'était une question qui était sur le chat aussi. On est 10 000. Aujourd'hui, on est 10 000 sociétaires. Et puis, la petite équipe opérationnelle qui bosse, on est une dizaine. Donc, je sais qu'on frustre plein de gens parce qu'en fait, on développe énormément de projets, d'initiatives qui viennent des sociétaires. Quand on parle, là, en ce moment, on est en train de lancer des livraisons groupées solidaires. Cette idée-là, elle vient de plein de sociétaires qui nous ont contactés et qui nous ont dit quand même, il faudrait créer un modèle comme ça, etc. Et en fait, c'est ça, c'est le bon sens collectif qui a fait que le modèle se développe chaque jour un peu plus, quoi. Super, merci infiniment Elsa. J'en profite du coup pour passer à une autre intervenante qui va nous parler aussi d'un système aussi pour faire évoluer les marques qui sont présentes en supermarché. Nadège, es-tu parmi nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, attends, je te cherche, je te vois, c'est bon, parfait. J'épingle ta vidéo en vedette, c'est toi Génial. qu'on voit désormais. Donc, alors c'est quelque chose de différent de C'est qui le patron, mais dans Ah, l'idée, c'est de faire une démarche de cahier des charges citoyen aussi, pas pour essayer de créer une marque citoyenne, mais pour essayer de transformer des marques existantes. C'est ça? Est-ce que tu peux en nous en dire fait, plus? ouais, en fait, déjà bonjour à tous et merci beaucoup à tous et merci Antoine. C'est super riche, je trouve, de voir ces différentes initiatives et qui effectivement se rejoignent sur différents aspects. Euh, En fait, effectivement, nous, on est vraiment nés de la dynamique de C'est qui patron, donc du projet dont parlait Elsa, avec, comme elle le disait, en fait, de dire, en tant que consommateur, je vois que j'ai la capacité, en créant un cahier des charges, en répondant de façon assez simple, au final, à un questionnaire pour dire voilà ce que je veux dans le produit. C'était aussi de dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que d'autres, notamment producteurs et de façon plus nombreuse, puissent être impactés parce qu'effectivement, aujourd'hui, il existe plein de produits qu'on peut faire évoluer, notamment par ce cahier des charges. Donc, c'est né de ça et de dire comment est-ce qu'on prend notre capacité d'agir en prenant conscience qu'on est consommateur et citoyen. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à diviser un peu les deux, ce qui nous rend un peu schizophrènes. Alors qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est bien le moment où on peut réellement agir et se dire oui, je consomme parce que j'achète des produits tous les jours, mais en fait, du coup, en fonction de ce que je consomme, j'ai une capacité de faire changer complètement le marché. Par exemple, quand je crée mes propres produits et que j'achète des produits, c'est qui le patron. Donc, en partant de ça, le projet consommateur et citoyen, c'est comment je reprends ce pouvoir d'agir pour aller accélérer la transformation des modèles vers des modèles plus durables. Et du coup, ça part de comment est-ce qu'on se dote d'outils et on met en place des outils qui nous permettent d'avoir le maximum d'informations pour faire ces choix en conscience. Donc voilà, nous, on essaye de mettre en place des outils. L'objectif, en fait, c'est que justement, les personnes de la communauté, donc des sociétaires de C'est qui le patron, et puis plus largement toutes les personnes qui le souhaitent, puissent ensuite regarder ces outils et puis les faire évoluer pour que ça corresponde pleinement
a envie collectivement de mettre en place, avec une application des consommateurs où en fait on se dit comment est-ce qu'on fait pour avoir le maximum d'informations aujourd'hui sur les produits qu'on consomme, aussi bien de l'agriculteur et en fait dans quelles conditions il est, comment il est rémunéré, qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui dans ses produits, jusqu'à le fabricant du produit et qu'est-ce qu'il utilise comme ingrédient dans la transformation, etc. Et puis de l'actionnaire pour se dire, en fait, j'ai aussi envie de pouvoir comprendre dans un produit quel est l'actionnaire derrière et quelles sont les actions qui mènent de responsabilité même de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se donner le maximum d'informations? C'est déjà un énorme pas, en fait, à partir du moment où j'ai l'info de qu'est-ce que je consomme, je suis capable de faire mon choix de façon plus consciente. Et puis, après ça, du coup, on a du coup cette intention avec cette appli et puis une plateforme qui va donner toutes les informations. Comme le disait Elsa, c'est aussi ce principe de dire, en fait, on va aller nous-mêmes vérifier, puisque du coup, ça permet aussi de mettre une petite pression supplémentaire, on va dire, de dire, voilà, on va aller voir réellement les informations qu'on nous donne pour les vérifier. Et puis, la mise en place d'ateliers, où là, c'est de se dire, voilà, on fait de la co-construction et en collectif, on prend notamment des cahiers des charges existants et on se dit, avec tout un processus de concertation citoyenne, de construction, on revoit ce cahier des charges pour le comprendre déjà, donc en se disant, voilà, les informations pédagogiques de qu'est-ce que ça veut dire en fait, un produit. Je prends l'exemple des céréales petit déjeuner. En fait, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les céréales petit déjeuner à partir du blé et tout ce qui peut être ajouté, pour le comprendre et pour ensuite proposer des plans d'action. Et où là, l'objectif, c'est après d'aller réellement, en tant que consommateur citoyen, négocier avec l'entreprise qui fait ce produit, en comprenant où elle est aujourd'hui, et pour aller faire des propositions de plans d'action. Et l'objectif, c'est de se dire, on propose, on est capable de contractualiser ce nouveau cahier des charges de plan de progrès avec l'entreprise et du coup aller complètement suivre ces plans de progrès, notamment dans l'application. Et puis, en fonction de ce que tout le monde choisit de voter, pouvoir donner un repère de consommation en disant, OK, cette entreprise, en fait, elle est sous le regard de nous, consommateurs citoyens, et on a toutes ces informations et on suit voilà, les plans de progrès elle a été OK pour appliquer sur les années qui viennent. Donc voilà les différents outils. En plus de ça, on a aussi un projet de recherche citoyen parce que c'est vraiment ces deux axes-là entre le consommateur et le citoyen. Comment est-ce qu'on met en place des outils pour qu'ensuite, sur les territoires, chacun puisse mettre en place de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation. Et donc, dans les actions là, très concrètes qu'on a actuellement, c'est notamment un atelier sur l'agriculture durable, où en fait, l'intention, c'est de se dire, en partant de ce que nous, on souhaite voir sur nos produits. Aujourd'hui, on voit des produits où il y a marqué sans OGM, sans pesticides, mais en fait, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et puis, sans pesticides, enfin, voilà, on se demande toujours. Donc, c'est repartir de nous, nos attentes, et de se dire qu'est-ce qu'on veut voir concrètement dans notre assiette pour ensuite proposer des plans de progrès pour avoir des plans de progrès très concrets sur comment l'agriculture française peut se transformer. Donc, c'est avec InVivo, qui est une grosse coopérative française, énorme. Et en fait, l'intention, c'est après qu'eux puissent justement revoir quelles sont les semences qui sont utilisées par les agriculteurs. Voilà, eux, ils ont une capacité d'impact énorme. Donc, en fait, c'est de se dire comment on peut, en tant que nous, citoyens, peser de tout notre poids auprès d'acteurs comme ça pour faire évoluer les choses à grande échelle. Okay. Donc, voilà un peu le… Super. Et ces ateliers-là, du coup, qui permettent on va pas tout changer du jour au lendemain, mais en tout cas d'infléchir en tout cas des énormes acteurs. Et donc peut-être qu'en effet, faire changer un acteur d'un énorme de presque de 1 ou 2 degrés, en fait, ça fait des changements énormes. Comment on fait pour s'inscrire à ces ateliers? Je mettrai le lien. On a un lien avec le site Consommateurs et Citoyens qui évolue un peu tous les jours. Mais du coup, il y a un lien pour s'inscrire à ces ateliers. Il va y avoir les premières sessions là sur juin, à partir de mi-juin. Donc là, sur le lien, tu peux nous mettre le lien dans le chat là?
Ouais, je vais le Et, mettre et tout de donc, suite. si je comprends bien, là, les citoyennes et citoyens qui vont regarder, qui sont là déjà ou qui regarderont en replay cette émission, ils peuvent aller sur ce lien et s'inscrire et donc participer à la refonte du cahier des charges de grandes marques, en gros. C'est ça. Là, le lien que je vais donner, c'est vraiment pour l'atelier de l'agriculture durable. Et effectivement, on peut s'inscrire. Là, on a 3 villes, c'est Dijon, Lyon et Toulouse, parce que c'est des villes différentes en termes de climat, on va dire, par rapport à de plans de progrès qui peuvent être proposés pour des agriculteurs. Donc, on va avoir ces réflexions sur ces 3 villes et du coup, vous pouvez vous inscrire et participer directement à ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, sur le site, on va avoir justement des questionnaires, des différents points, en fait, pour que, ensemble, on puisse construire les différents outils qu'on est en train de mettre en place. Super. Eh ben, c'était hyper bien. On a eu un panel très divers d'intervenantes et d'intervenants, que ce soit par là où ça permet aux citoyens de s'attaquer aux problèmes, de participer, de financer, de mettre les mains dans la terre. Est-ce que peut-être pour Boris, Sophie, Elsa et Nadège, là on est à 5-10 minutes de la fin, est-ce que vous, peut-être, on va reprendre, du coup, on va reboucler par Boris. Est-ce que Boris, tu as une réaction par rapport aux autres initiatives que tu as entendues, un projet? Est-ce que tu peux nous dire peut-être aussi où sont les prochains chantiers écologiques massifs prévus? Et toutes et tous qui nous regardez, soit sur le chat Facebook, soit qui êtes directement sur Zoom, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Boris, la parole est à toi. Ton micro est désactivé, hein. Hop, voilà. Merci Antoine. Oui, la première réaction à chaud, on a tous des préférences par rapport au projet. Moi, pendant longtemps, je pensais que tel projet était bien, tel autre projet pas bien. En fait, je pense que si on regarde avec l'approche écologique, ce qui déstabilise un peu notre société aujourd'hui, c'est l'écologie. L'écologie, c'est des écosystèmes. Et les écosystèmes, ils sont fonctionnels au fur et à mesure qu'ils sont biodiversifiés. Donc moi, personnellement, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas super à l'aise avec tout ce qui est grande distribution, grande marque, mais je trouve ça génial ce qu'on entend, ce qui se fait, ce qui bouge. Parce que quand j'ai souvenir 20 ans en arrière, je mangeais du McDo. Bon, il y a 25 ans en arrière, mais je mangeais du McDo, je buvais du Coca, j'étais devant ma télé. Et je pense que c'est grâce à des initiatives comme ça que les choses avancent. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. On n'a plus le temps. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Laissez les autres avancer. Et au contraire, je pense que c'est en reconnaissant là où ça bouge qu'on peut faire des ponts. Parce qu'on n'est pas à l'abri que nous, demain, avec les chantiers écologiques massifs, on aille aider un agriculteur qui est dans la grande distribution et d'un coup, on lui dira, mais tu connais, c'est qui le patron? Non, vas-y, ça va te changer la vie. Donc ça, c'est très, très important. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le côté un peu rebelle des chantiers écologiques massifs ou d'aller directement les mains dans la terre, pareil, ne nous jugez pas trop vite. Vous ne nous connaissez pas. Laissez-nous avancer, faire confiance. Et pareil, peut-être qu'un jour, votre sœur ou votre cousin dira, ah, j'ai investi dans une ferme, tu ne voudrais pas faire un SEM avec moi? Et vous serez très content de venir avec nous. Ça, c'est pour ma réaction. Et du coup, je trouve génial. Ça fait à peu près 30 ans que je suis impliqué. Ça a commencé avec les altermondialistes pour ce qui me concerne. Et je sais qu'on était très binaire par rapport aux grandes marques. Moi, je pense qu'il y a des gros enjeux par rapport à des grands comptes. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est un vrai enjeu. En tout cas, quand je vois le nombre de personnes à l'intérieur de ces boîtes qui essaient de bouger, je me dis qu'on a grand, grand espoir. C'est chouette. Le prochain chantier, je peux que vous inviter, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous suivent, à rejoindre la ferme de Fermelt à Saint-Yon. Il vous suffit de vous inscrire sur le site chantier écologique massif.fr, tout au pluriel, minuscule, avec un petit trait entre chaque mot, chantier écologique massif. Et vous aurez toutes les informations. C'est à, je crois, à une demi-heure de Paris, très simple d'accès. Et tout le monde est en train de converger là-bas. Et donc, pour le moment, on se concentre sur ce chantier. C'est notre premier petit bébé. Il va faire plein de petits. Et vraiment, je vous invite à y aller parce qu'il y a une énergie de dingue qui est en train de se déployer. Je pense qu'avec les chantiers écologiques massifs, il y a quelque chose vraiment qui se crée, un élan populaire. Et ça, c'est vraiment beau. Et je tiens à dire que c'est notre deuxième chantier écologique massif. Et on installe 2 agriculteurs. Donc, l'air de rien, on ne fait pas trop de bruit, c'est bénévole, mais sonnant, trébuchant, il y a deux agriculteurs qui s'installent et peut-être un troisième. Et deuxièmement, il y a l'association C'est ma vie qui fait un truc incroyable avec des jeunes mineurs isolés non francophones qui ont passé 2 mois dans une chambre d'hôtel sans télé avec le confinement et que chaque semeur parraine pour que ces jeunes de 16-17 ans viennent sur le chantier écologique massif, s'aérer, rencontrer des gens, discuter, faire avec leurs mains
et avoir un petit peu plus d'espoir et un meilleur accueil de la France. Donc, on est très, très fiers de tout ça et on vous invite vraiment à rejoindre cette belle dynamique. Super, merci beaucoup, Boris. Une mini question, mais ensuite on va laisser vite la parole aux autres intervenantes. C'est est-ce que, mais la réponse est assez simple, c'est Lucas voulait savoir si un peu comme le woofing, quand on fait un SEM, on est logé nourri. Alors, ça dépend. Alors, loger, oui, il y aura toujours une base de bivouac. Ça, c'est vraiment quelque chose de non négociable vis-à-vis des fermes. Et si la ferme ne peut pas, on se débrouille à ce qu'il y ait un camping ou un voisin à côté. Nourri, c'est au cas par cas. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que si une ferme qui est en crise ou un jeune qui s'installe accueille 100 équivalents bouffeurs, évidemment que dans son cœur, il a envie d'offrir le repas. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais il n'en a pas les moyens. Donc, en l'occurrence, chez Mike, il a dit, moi, je vous accueille, je me débrouille, je fais des toilettes sèches, des douches, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas encore les moyens de vous nourrir. Donc, du coup, les gens viennent et se payent le repas. Et je crois qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer le repas. Il y en a d'autres qui disent, non, mais attends, moi, je te le paye. Donc, selon les SEM, des fois, voilà, on arrive avec sa gamelle. Et par contre, il y a des fermes qui nous ont déjà dit, moi, ça tourne. Si vous envoyez du monde, il n'y a pas de souci, on offre le repas, on est déjà installé, ça va nous aider à arranger le hangar ou au contraire à agrandir nos parcelles agricoles dont on n'a jamais le temps de s'occuper. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Par contre, oui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait toujours moyen de se loger parce que les gens, des fois, viennent de loin. Et puis, ce serait un peu incohérent vis-à-vis du climat. Nous, on parle de la relocalisation alimentaire pour la sécurité de la nation parce que s'il n'y a pas d'alimentation, c'est la guerre au sein de la nation. Mais ce qui nous anime aussi, c'est la question écologique de réduire drastiquement et immédiatement les émissions carbone. Et relocaliser l'alimentation, c'est un effet levier considérable. Donc, c'est vrai que, OK, pour un chantier écologique massif, on prend des transports, mais on va éviter de faire des allers-retours tous les jours tant que bien faire se peut. Super, merci Boris. Je passe la parole à Sophie. Sophie, pour le petit mot de la fin, du coup, vous, ce que vous proposez, c'est qu'on peut aller aujourd'hui sur votre site internet, Mimosa avec 2 i, et on peut tout simplement soit acheter des produits en direct auprès d'agriculteurs, d'agricultrices, soit les aider à financer des micro-équipements dont vous parliez. Est-ce que tu aurais envie de, peut-être pour le mot de la fin, de réagir à ce qui a été dit pendant cette mini-conférence? Oui, bien sûr. Je pense que ce que disaient Nadège, Boris, Elsa, ça rejoint un peu ce qu'on pense chez Mimosa. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'on soit tous acteurs de la transition agricole, alimentaire et énergétique. Qu'on soit un consommateur, un agriculteur, une entreprise, il faut qu'on mette tous les mains dans le cambouis et dans ce chantier-là. Et deux choses, en fait, on peut, en tant que, notamment là, on est plutôt avec des citoyens, des gens qui ont envie de faire des choses. Ne négligez pas l'impact de vos actions individuelles et de vos changements de comportement individuels. C'est super important. Selon les changements de comportement qu'on peut faire, on peut représenter, nous, citoyens, entre 25 et 50% des efforts nécessaires pour parvenir à l'objectif des 2 degrés des accords de Paris. En fait, c'est considérable. Et on peut souvent entendre cette jolie histoire des colibris en disant on est des gouttes d'eau, il faut quand même qu'on fasse notre part du travail. Mais en réalité, c'est quand même super important. Donc ça, c'est la première chose. Ne négligeons pas notre impact direct. Ne négligeons pas non plus notre impact indirect. Il y avait quelques questions dans la visio sur la manière dont les consommateurs peuvent faire changer, peuvent faire évoluer les marques. Et ça, c'est important. On le voit aujourd'hui, une application comme Yuka qui fait que des marques, qu'elles soient dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, sont en train de changer leurs recettes, sont en train de changer la composition de leurs produits. Il y a un pouvoir qui est quand même important. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que on a l'habitude de dire chez Mimosa que l'agriculteur, l'agricultrice sont les héros, héroïnes du 21e siècle. Puisque quand on regarde les problèmes et les enjeux du 21e siècle, aujourd'hui, manger tous suffisamment, manger suffisamment bien pour la santé, boire de l'eau non polluée, réduire la consommation d'énergie non renouvelable, vivre dans un cadre agréable, lutter contre la pauvreté. L'agriculture, c'est le premier employeur mondial. 40% des actifs aujourd'hui sont des agriculteurs. Si on liste tous ces enjeux aujourd'hui, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'agriculture qui endosse aujourd'hui beaucoup de fonctions. Et il n'y a aucune profession qui est autant à la pointe de l'actualité aujourd'hui que l'agriculteur et que l'agricultrice. Et donc, pour nous, il faut vraiment qu'on arrive à positionner ce secteur au cœur d'un projet de société. L'agriculture est au cœur des enjeux du 21e siècle, que ce soit l'alimentation, la santé, l'environnement, le climat. C'est un levier qui est extrêmement puissant pour adresser ces défis et pour contribuer fortement à la transition écologique.
de manière directe en tant que consommateur et de manière indirecte en faisant bouger aussi les entreprises et le gouvernement sur ce genre de sujet. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sophie. On est à 13h59. Du coup, Elsa, Nadège, je suis désolé. Je vais vous demander de faire des petits mots de la fin un peu plus brefs. Même si, est-ce que, du coup, Elsa, je t'ai mis en vedette. Quelle serait ta conclusion? Ma conclusion, c'est celle de Boris au tout début qui disait qu'effectivement, en fait, chacun peut participer de telle ou telle manière. Si on a un peu de temps, on peut, si on a peu de temps et qu'on n'a pas les moyens d'aller sur des chantiers très vastes, et tout simplement, comme le disait Sophie, avec juste nos achats du quotidien, on peut faire changer énormément les choses. Et puis que tout est imbriqué. Enfin, nous, c'est qui patron, on fait beaucoup appel à Mimosa. Il y a des agriculteurs, c'est qui patron qui ont fait appel à Mimosa et finalement tout est lié et en fonction du temps, de l'investissement qu'on a, en fait, on peut faire bouger des lignes, mais drastiquement. Et effectivement, ce petit achat anodin pour nous, multiplié par le nombre de consommateurs, de citoyens qu'on est, peut avoir une conséquence énorme sur le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est participons en fonction de notre temps, de l'investissement qu'on peut mettre, mais dans tous les cas, c'est évident qu'avec un petit achat ou un investissement plus grand d'une semaine, d'un mois, sur une durée encore plus longue, c'est sûr que chacun, en participant comme il le peut, comme il le veut, peut vraiment faire bouger les lignes. Super, merci beaucoup. Et le tout dernier mot de la fin pour Nadège. Écoute, moi je rejoins vraiment tout ce qui s'est dit. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi ce côté de dire ne jugeons pas, enfin ne nous jugeons pas les uns les autres entre guillemets, et plutôt cette systémique de dire toutes les énergies de nous citoyens, de là où on est avec notre angle de vue, peuvent faciliter la transformation. Et enfin, moi, voilà, personnellement, je pense réellement que c'est aussi en ayant cette posture-là qu'on y arrivera tous ensemble, parce que c'est pas simple, c'est les défis qu'on a devant nous. Et en fait, je pense réellement que c'est grâce à cette intelligence collective de se dire, en fait, moi, j'ai cet angle de vue-là, toi, tu en as peut-être un autre, mais c'est en s'écoutant et en discutant ensemble qu'on réussira à faire évoluer les choses. Donc, super. Et en fait, merci beaucoup à tous. C'est aussi la logique de Make Sense, et c'est pour ça qu'on a fait ce programme. Et vous voyez juste derrière moi, dans mon fond d'écran, on a laissé les participants qui sont en groupe de 15 et qui s'entraidaient, malgré la différence de niveau, de connaissances, de contexte géographique, de temps. Certains avaient un travail, des enfants, ou pire, les deux. D'autres étaient au chômage et avaient énormément de temps, et tous, ils se sont serrés les coudes. Et c'est plus de 1000 participants et participantes qui ont rejoint des coopératives, ont commencé à faire une AMAP, ont commencé à participer à des SEM. Et aujourd'hui, on fête du coup la 10e semaine et le 1000e participant au programme Réaction Alimentation. Il y aura plein de super beaux témoignages ce soir à 19h, tout le temps aussi sur Make Sense TV, ainsi qu'une conférence sur les monnaies locales et des conférences aussi sur tout ce qu'on a pu faire, tout ce que ces citoyens ont pu faire auprès des soignants aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour ces super témoignages, cette énergie, c'était hyper inspirant. C'était disponible en live sur Facebook, et donc il y aura un replay qui sera disponible et sur Facebook et sur YouTube. Je vous tire ma révérence, je vous remercie chaleureusement pour vos interventions et je vous dis à bientôt. Merci Antoine, à bientôt. Merci.